bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce 6e épisode d'un podcast, Les Chevaliers de la Première Ronde. Et oui, 666, The Number of the Beast, comme dirait Iron Maiden, c'est pas rien. Je suis Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves, sur la O'Keefe tablette, comme toujours. Je suis évidemment accompagné de mes deux chevaliers d'assaut en studio, dans le boudoir. Comment ça va, les boys? Ça va très bien, super toi? bien. Yes. J'ai le feu d'un botte. Merci de le demander en passant, bande d'ingrats. Mais j'ai pas été sage, par contre. Je me suis claqué tous les bonbons de ma coloc qui était censé donner aux enfants. C'est peut-être un peu pour ça que j'étais un peu excité. Un high de Sugar Rush. Ouais, Oui. ça. Trop de sucre. On a le retour d'Olivier Daigneault en studio. Yes. Oui, ça ne coule plus du tout, Ben, Charlie. c'est ça, ton matricule se porte à ravir. Il n'a pas le choix. Bon, as-tu amené mon Xanax? Comme d'habitude. Yes, on est en business. Double dose. Et voilà. Parce qu'avec ma bronchito-sinusite, le Xanax va rien faire pour ça, mais au moins je vais être Au moins, heureux. tu vas être heureux de c'est l'avoir. C'est Fait ça. que- Puis les commanditaires officiels ou pseudo-officiels cette semaine, on parle de... non officiel, non officialisé encore, mais c'est toujours les brasseurs du monde. Découvrez et dégustez. Vous l'avez manqué la semaine passée, les gars. Hein? Ouais. Vous aviez On complètement manqué votre hybrid. On n'avait même pas de la bière fraîche. On était obligé de ça a boire dû être difficile. de la Pabst, là, comme d'habitude. Ouais. Puis, dernière question, Molly, est-ce qu'on finit toujours sur le couch en cuillère, toi puis moi, à soir? ou- J'espère bien. À la bonne heure. On a également Charles Brassière Hamel Premier, je sais pas. Bruiteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler. C'est un must. Oh, presque. Oh, On presque. a des criquets. On a tenté un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ma question, c'est vas-tu déguiser en MC Mario ou en Daniel Desnoyers pour l'Halloween? Parce que ça ferait fureur aux Lovers. Oui, aux Lovers, mais c'est une preuve au dépourvu, j'en ai aucune idée. Je sais pas si je vais me rabaisser à me déguiser en un de ces cas, deux parce personnages. que je ferais que Il y en a un d'ailleurs des deux qui a eu des poursuites Ouais. pour. C'est pour MC des- Mario, si je me rappelle bien. Ouais, je m'en rappelais pas. Mais je veux pas Puis tu m'associer nous as, à ça. Non. Tu nous as toujours pas amené de Canadien dans le Mais studio. prends Dan Desnoyers, moi, je vais prendre MC Mario. Je suis assez bon comme agresseur. Ok, c'est bon, je te le laisse, ça me fait Merci. plaisir. Et on a également Olivier Baillargeon en ligne. Toujours là? Ben, toujours là. Excellent. Fait qu'à part le fait que tu as la shape d'un joueur de ligne, hein? Défensive, hein, Oui. par exemple. Une défensive. Il faut préciser. Il y a de la vitesse là-dedans. Faut mentionner que tu baignes dans le football depuis 1998 comme joueur et entraîneur et que tu es avec nous pour nous parler de NFL. C'est bien cela? Exactement. Yes, on aime ça. Mais avant, on va jouer à mon petit jeu habituel. C'est les questions insipides, mais ô combien importantes. Vous êtes prêts, les boys? Très près. Certainement. OK. En quoi aimerais-tu te déguiser pour l'Halloween si tu étais une femme, en infirmière sexy, en écolière sexy ou en Max Pacioretty sexy? Olivier. Ben, moi, j'ai toujours eu un faible pour M. Bean. Fait que je dirais Max Pacioretty. Excellent. Et Charles? Non, il est pas certain. Il aime pas ça, les déguisements. Non, j'aime pas ça, Non, mais je vais Max- prendre l'infirmière sexy. Excellent. Ah, ouais, et, bonne idée. oui, et du côté d'Olivier? Baillargeon. Oh. Je vais dire en Max Pacioretty sexy. Oui. Ouais. Très érotique comme choix, j'aime ça. OK, Ouais. deuxième question. Avez-vous déjà eu un poster des New Kids on the Block et ou des Backstreet Boys dans votre chambre et ou de Paul DiPietro? Ou pire, si oui, lequel? Olivier Daigneault. Moi, j'avais Brian Adams. Ça compte-tu? Ça compte, oui, ça compte double. Et du côté de Charles? Moi, j'avais les New Kids on the Block, ah oui. Comme tout le monde. Ben oui, finalement. ben oui. Des losers comme il s'en fait plus. Exactement. Puis je vis bien avec. Une génération de branleurs. Là. Exactement. Et du côté de M. Baillargeon? Ben, moi, je suis plus de la génération Backstreet Boys, mais celui dont j'ai le plus honte, un poster des Maple Leafs de Toronto Oh. avec Félix Potvin et Doug Gilmour. Alors, Ok, c'est raccroche. tout le temps qu'on avait pour Merci. vous. Ça fut fort agréable. Oui, c'était. Bref. Moi, j'avais Julie Mars en face de mon lit, fait que je passais des belles nuits. Puis ma mère, elle trippait pas tant que ça, mais je disais tout le temps, ben au moins, c'est pas Brian Savage, Calice. Fait que. Tu l'imaginais en train de te chanter Charlie, je te veux dans ma vie. C'est Et voilà, t'as tout compris. Et autre question, votre film préféré de Bruce Willis? c'est le dernier qu'il a fait, là. Comment il s'appelle? Die Hard. Pour 88. Ouais, le Die 87, je pense. Ouais, 87, c'est ça, Et du exactement. côté de Ben, Charles? moi, je dirais Les Sacrifiés parce que la série de films, tu sais, parce qu'en plus d'avoir Bruce Willis, on a Sylvester Stallone, Arnold Ouais. Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li et j'en passe de nombreux. Et Alors, oui, voilà pour qui, ça. qui valent toutes une fois Chuck Norris, on le sait. Oui, c'est ça. Et du côté de Baillargeon? Hey, aucune idée. Ah, mais sérieux, Là- sérieux, raccroche, là. OK, on passe à l'autre question. Aucune idée. Bon, à votre mariage, vous aimeriez mieux avoir Jacques Villeneuve qui chante live son album, puis vous pouvez le remplacer par le fils de Patrick Roy, MC Mario qui pète ses nouveaux hits, ou de mon oncle, tu sais, finalement, ou Michel Louvain, mais à l'âge actuel.
Ouais, mais moi, j'aime ça les parties qui finissent de bonne heure. Fait que Jacques Villeneuve, rendu à la 3e tonne, il n'y a pas un Christ de chat qui endure ça, là, Là, c'est tu sautes clair. sur l'alcool, c'est bon. Et voilà. Et du côté de Charles? Moi, je vais prendre Michel Louvain parce que c'est un chanteur de charme. Puis lui C'est vrai aussi, que il faut c'est qu'il se beau. couche tôt à l'âge qu'il est rendu. Fait C'est vrai que c'est beau dans Michel un mariage, des chanteurs de charme. Ça vient Oui, c'est ajouter ça. à la. Ouais, au Et du côté de M. Bayarjon? Clairement aussi, Michel Louvain, les matantes font adorer. Yes, on aime ça. OK, dernière question. Samantha Fox dans son prime ou Max Pacioretty à l'âge actuel? Je n'ai que 2 mots. Monsieur Bean. Oui, c'est bon. On se comprend. Moi, je suis un Charles? petit peu influencé parce que j'ai dans mon champ de vision, je vais prendre Samantha Fox. Excellent. Et M. Bayarjon? Ah, ça dépend pour faire quoi, mais je vais y aller cette fois-ci avec Samantha Fox. Excellent choix. Ben oui, dans son prime. Ben oui. OK, on vient de se chauffer l'ambiance comme il faut. Fait que, puis là, je parle pas de ma vilaine syphilis. On peut maintenant commencer le show, mais avant, évidemment, ce podcast vous est offert en format Néo-Cheap et la devise qui est de mise avec le Néo-Cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde? Oui. J'en prendrai pour $1. Pas de bière gratuite pour M. Bayard. T'as manqué ta chance de gagner une bière gratuite. Mais c'est pas grave, on va se reprendre. Bel essai. Donc, Olivier Baillargeon, on va parler NFL et qui dit NFL dit trade deadline. Donc, vas-y, lâche-toi lousse. Nos 64 auditeurs sont à toi. Ben écoute, écoutez, le trade deadline est mardi à 16h. Déjà, il y a eu quelques mouvements personnels dans la NFL plus tôt, là, en fait, en fin de semaine dernière. Il y a eu des gros noms qui ont été échangés. Amari Cooper qui est passé aux Cowboys, Carlos Hyde qui est passé aux Jaguars, Eli Apple qui est passé des Giants au sein de la Nouvelle-Orléans. Mais sinon, il y a encore quelques gros noms qui sont en circulation aujourd'hui. Des équipes qui ont mentionné vouloir laisser filer des joueurs pour la fin de saison. Encore une fois, on parle des Giants qui sont présentement dans une position là, de vendeur. Sinon, dans les noms dont on parlait beaucoup, il y a Demarius Thomas, le receveur des Broncos de Denver, qui a rendu des bons services à cette organisation-là, qui serait peut-être un appât intéressant pour une autre équipe. Sinon, du côté des Raiders, même chose. Bruce Irvin, Rashawn Melvin, qui est un demi de coin. Sinon, c'est certain que Jacksonville et les Bills de Buffalo sont présentement vendeurs. Il y a toutes sortes de rumeurs à Buffalo puis à Jacksonville. Donc, j'ai bien hâte de voir s'il va y avoir du mouvement de personnel dans les prochaines heures. Évidemment. Et étant donné que nous allons être publiés vers 4 heures mardi, donc, si tu avais une prédiction, là, la meilleure prédiction que tu pourrais nous faire, là, ça serait quoi? La meilleure prédiction... c'est dur à dire parce que dans la NFL, il n'y a pas beaucoup de transactions. Historiquement, là, c'est difficile de se joindre à une équipe quand le train est déjà en marche. Oui, parce qu'un système de jeu, c'est pas comme c'est ça. On n'est pas au baseball ou au hockey, là, c'est complexe. C'est plus complexe. C'est difficile d'avoir un rôle prédominant, même si on a un rôle important dans une autre formation, c'est difficile en l'espace de quelques jours d'apprendre le cahier de jeu, comme tu disais. Puis si j'avais une prédiction à faire, là, je pense que les Jaguars de Jacksonville vont peut-être aller chercher un corps arrière, disons, d'expérience pour seconder Blake Bortles. Excellent. Peut-être même pour finir la saison. OK, c'est bon, on en prend note parce que tu sais que nous, ici, on est des parieurs compulsifs. Oui. Charles a une question pour toi? Ou... en fait, je voulais compléter et questionner en même temps. J'ai regardé un peu sur le site de la NFL, il y a des différents noms qui circulent, puis tu parlais d'un vétéran quart pour les Jaguars et il semblerait que Sam Bradford serait sur le marché. Penses-tu que ça serait une option viable? Véritable. Tu sais, Bradford a eu un historique de blessures dans les dernières saisons. On croyait vraiment qu'il allait être le numéro 1 en Arizona cette saison. L'Arizona a décidé de se tourner vers la jeunesse en Josh Allen. Josh Rosen, pardon. Josh Rosen. Donc, eux se sont tournés vers la jeunesse. Mais oui, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Sinon, tu sais, on parlait beaucoup de Tampa Bay, de peut-être voir un carrière à partir. Maintenant, avec le dernier match de Jameis Winston, probablement que Fitzpatrick va prendre la relève pour le reste de la saison. Excellent. Je peux pas croire. Charles est sous le choc. Fitzpatrick. Donc, maintenant, on aimerait avoir des surprises et parce que là, tu parlais d'acheteurs et de vendeurs. Donc, des surprises et des déceptions chez les équipes de la NFL à cette mi-chemin du calendrier.
Ben c'est ça, on est carrément à mi-chemin du calendrier Ouais. après le match du lundi soir. Ben, chez les surprises du côté des équipes, les Redskins de Washington qui sont présentement au sommet du NFC East Ouais. avec une fiche de 5-2 devant les Eagles de Philadelphie, champions du dernier Super Bowl. On parle à Washington de l'acquisition d'Adrian Peterson qui a fait une différence dans le champ arrière. Sinon, j'irai avec les Bears de Chicago qui sont aussi qui sont dans une division où c'est très serré. Présentement, il y a 3 équipes qui sont à 4-3 du côté de la division des Bears. Mitchell Trubisky qui est une surprise cette année en début de saison. Puis finalement, la dernière équipe là, surprenant du côté positif, disons, là, Ouais. les Chargers de Los Angeles avec une fiche de 5-2. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui parlent de eux. Ils sont présentement derrière les Chiefs de Kansas City, mais dans une division donc très compétitive. Ouais. Mais je vous dirais qu'actuellement, ils font assurément partie de mes surprises. Ben, en plus, le problème des Chargers, c'est qu'ils sont pris derrière les Chiefs, mais par contre, en termes de meilleur deuxième, là, les wild cards, pour parler, Ouais. ils sont très bien positionnés parce que les autres divisions, c'est assez serré. Il n'y a pas d'équipe qui domine. Ils sont une équipe qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui sont pas très trendy, disons, actuellement, mais je vous dirais qu'ils ont une défensive qui est très solide. Donc, pour vrai, c'est une équipe qui passe sous le radar, mais je pense que c'est une équipe qui pourrait causer des surprises et beaucoup d'ennuis à certaines autres formations d'ici la fin du calendrier. Excellent. Et du côté des déceptions maintenant? Ben, du côté des déceptions, il y a plusieurs noms là, que je qualifiais tantôt de vendeurs. Là. Les Jaguars de Jacksonville, on s'attendait à pas mal mieux de cette équipe-là cette saison. Certains les voyaient au Super Bowl. Ils ont une fiche de 3 victoires contre 5 défaites présentement. C'est défensivement, c'est difficile, alors qu'on pensait qu'il serait une des premières défensives dans la NFL. Offensivement, Blake Bortles a de la misère à compléter une passe vers l'avant, donc c'est compliqué. Ben sinon, dans mes autres déceptions, je pense que j'en attendais plus des Titans du Tennessee. Ouais. Il y avait beaucoup de potentiel là-bas. Exact. Et eux aussi qui ont fait une apparition en série. C'est ça qui biaise un peu la donne, c'est que des équipes qui font des apparitions en série comme les Jaguars et les Titans l'année dernière, ben ça crée un genre de hype à l'entour. Oui, parce que c'est ça, ces équipes-là, ça venait de longue haleine. Tu sais, les Titans, ça faisait longtemps que ça montait puis qu'on essayait de se rendre à quelque chose. Puis là, on réussit à participer aux séries éliminatoires. Fait que là, on se dit, ça y est, on a le noyau, il est pris. Mais non, c'est à refaire. Donc, c'est là vraiment. Sinon, j'ajouterais à ça les Raiders de Oakland avec John Gruden. Présentement, bon, on va le dire, là, c'était carrément le bordel à un certain moment. Puis, ben, je veux dire aussi, c'est tiré peut-être, je tire l'élastique, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais je vais dire que les 49ers de San Francisco à une victoire, 7 défaites. La blessure de Jimmy Garoppolo pour toute la saison, ça a comme complètement anéanti les espoirs des fans des Niners, mais je pense qu'on était en raison à s'attendre de plus des Niners cette saison. Oui, tout à fait. Et côté individuel, surprise et déception, on a quoi de ton côté? Ben, côté positif, là, du côté surprenant, vous allez me voir venir, là, mais c'est certain que les Chiefs avec Pat Mahomes et Tyreek Hill, c'est un des duos les plus explosifs actuellement dans la NFL. Tyreek Hill est utilisé autant comme porteur de ballon, comme receveur de passe. Pat Mahomes amène une dimension à l'attaque des Chiefs qui est surprenante. Ensuite de ça, je vais dire James Conner qui remplace Le'Veon Bell en début de saison pour les Steelers me surprend. Et Adam Thielen des Vikings du Minnesota qui est présentement le meneur chez les receveurs pour les verges gagnées par la passe. Ce gars-là a pas été repêché. C'est un petit gars du Minnesota. Présentement, il est le meilleur receveur dans la NFL. Excellent. Et là, justement, tu vas me voir venir parce que, comme j'en faisais mention tantôt, on est des parieurs compulsifs ici au Chevalier de la première ronde. Fait qu'on veut des prédictions pour le Super Bowl parce que là, on se demande tous où est-ce qu'on va jouer mes REER. Alors, voici. C'est assez important, mais pas de pression, hein? On donnera pas ton numéro de téléphone en ondes, donc si jamais il y a des gens qui écoutent tes conseils, ils vont pas te revenir avec un chamard sur le balcon. Bon. Alors, vas-y avec tes prédictions. Merci. Oui, ça me fait plaisir. En début de saison,
j'étais d'avis qu'on verrait les Rams et les Patriots au Super Bowl. Les Rams sont toujours invaincus. Je pense qu'ils forment actuellement la meilleure équipe dans la NFL, de par leur fiche. Ils ont un jeu au sol dominant, ils ont une défensive impeccable. Ouais. Puis, du côté du AFC, malgré, disons, la fiche gonflée là, des Chiefs, malgré tout ça, j'ai beaucoup... Tu sais, on apprend de ses erreurs, puis là, vous parlez de parier de l'argent, là, puis tout ça. Là. Non. Ne jamais parier contre Tom Brady et les Patriots. Alors, savez-vous quoi? Malgré tout ça, là, je persiste et j'en suis convaincu. On aura une finale du Super Bowl entre les Rams de Los Angeles et les Patriots. Ah non, Olivier, on avait une belle journée là jusqu'à maintenant. Je suis désolé. Merci, fait que je pensais pas ouvrir le Xanax qu'Olivier Daigneault m'a apporté de la pharmacie, mais là, je pense que on va être pris avec ça. On va l'ouvrir plutôt que d'ordinaire. Sinon, prenez une bière de plus, ça devrait bien aller. Une excellente idée, ça. Oui, ça, c'est des bons conseils, ça. Fait que, merci beaucoup pour ton apport, M. Olivier Bergeron. C'était très instructif. Merci, les boys. Puis, on va se revoir à la fin pour savoir si tes prédictions étaient bonnes. Et d'ici là, bon football. On se revoit au mois de février. merci. On s'en reparle en février. On s'en parle en février en Floride ou quelque part par là, où il fait chaud. Merci. Parfait. Merci beaucoup, les boys. Bye. Bonne Salut, soirée. bonne soirée. Alors, c'était Olivier Bergeron. Et maintenant, c'est l'heure d'ouvrir une deuxième bière parce qu'on découvre et on déguste. Oui. Et Merci beaucoup, les pas de dégâts. Attention à la technologie. Presque. Puis on le sait que parce qu'elle est à jeun un lundi, hein, Ça se fait pas. Pas trop peu pour moi. Ben, moi, Non, attends merci. un peu, il faut quand même que je prenne le temps de. Ben oui, dans un verre. Ouais, T'as du style, toi. Ah oui. Pas dans la canette, On mais il y a parle des de- germes sur on cette parle canette-là de- quand même. Oui, c'est ça. Monsieur Charles de la Bussière, Oui. l'aristocrate. Quand même. L'aristocrate, oui, voilà. Donc, Charles, Amel, Bussière, Lloyd et Touche. Touche quoi? Ben, ça, on ne le sait pas. Mais Je me garde ça pour moi. tu vas nous parler de quoi cette semaine? Ben, un peu dans la thématique de v'là 2 semaines où ce que je me demandais si les Browns avaient tourné le coin. Ouais. Et d'ailleurs, petite nouvelle comme Tourné ça le coin aujourd'hui. rond. Ils ont tourné le coin Ils rond. ont tourné un coin solide, ils ont crissé le coach dehors. Ouais. Oui, c'est exactement là. Ils ont que tourné je le m'en coin allais, rond. ils l'ont. Moi qui disais, une des raisons qui pourrait les aider à tourner le coin, c'est d'avoir de la stabilité au poste Au poste d'entraîneur. d'entraîneur, excellente gestion. C'est la preuve que je n'y connais rien. Et voilà. Ou que tu eux connais- n'y connaissent rien. Ouais, ben, Ou c'est que ça. tu connais ça et qu'eux ne Ou que connaissent ça pas. allait trop bien, donc... J'ose pas me donner ce mérite-là. Moi, je te le donne. Ben, c'est Merci. le même phénomène du poker Raz, hein? La plus petite main l'emporte. Oui, Eux, et voilà. ça allait trop bien, là. Hey, non. Non. Merci, bonsoir. Donc, toujours dans la thématique, Oui. je me suis un peu inspiré du match des Sabres contre le Canadien. Puis j'ai vu une équipe qui m'a un peu surpris. Ils ont été meilleurs que je m'attendais. D'ailleurs, ils ont gagné, mais ils ont aussi montré qu'il y avait une certaine forme de combativité. Étant donné que les Canadiens qui avaient marqué le premier but sont revenus pour finalement gagner. Et puis, en date... Je tiens à le mentionner, là, pour ceux qui tiennent des stats, là, en date du lundi 29 octobre, un petit peu après 20 heures. Un petit peu. Leur fiche est de 6 victoires, 4 défaites et une défaite en prolongation, ce qui est bon pour le 6e rang dans l'Est. Quand même pas si mal. On fait les séries en ce moment. Mais on va le présent, on va y revenir. Faisons un peu d'histoire. Tu sais, je suis historien. Madame donc, la voilà. Marquise. Exactement. Allons-y. Parce que Buffalo, dans le passé, ils ont quand même eu de bonnes équipes, même si on s'en souvient pas toujours. La franchise arrive dans la Ligue nationale de hockey en 1970-71 et depuis, elle a participé aux séries 29 fois en 48 ans, donc à peu près 60% du temps. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. C'est quand même une bonne moyenne. Exactement. Et depuis, les Sabres ont atteint la finale de la Coupe Stanley 2 fois, mais les 2 fois, ils ont fait patate. C'est là que Pat Janaret a commencé à sombrer dans l'alcool et dire des choses de moins en moins cohérentes. Exact. Mais disons que dès les premières années de la C'est Pat franchise... Janaret ou Rick Janaret? Excuse-moi de... Je sais pas, C'est j'irai Pat voir. Janaret. Pat, Ben là, c'est ça, c'est Ben, Pat. je pense que c'est je Pat, savais. mais j'irai voir sur, Ben là, dans c'est parce que les j'avais pas envie de internets tantôt. googler, là. Ouais, j'irai voir tantôt. OK, donc oui. Oui, c'est ça. Donc, dès les premières années, on réussit à se former une excellente première unité offensive, un bon premier trio, qui leur permettra d'ailleurs de se rendre en finale de la Coupe Stanley en 1974-75, soit à leur 5e saison. Ce trio, on l'a même surnommé la French Connection. Ben oui. Oui. Et
il ne faut pas les confondre avec les Flying Frenchmen ou aussi la Punchline. D'ailleurs, savez-vous, c'est qui les Flying Frenchmen? Non, mais je connais la punchline, par contre. La Punchline, on va y revenir. En fait, les Flying Frenchmen, c'était bizarrement 3 Franco-Ontariens qui composaient le premier trio des Canadiens lors de la première saison dans la Ligue nationale en 1917. Qui était Jack Laviolette, Newsy Lalonde et Didier Pitre. Wow. Ah, quand même, hein? Mais Pardon, c'était Rick. C'était Rick. Ben, c'est ça. On était convaincus que c'était Pat, mais c'était non, ça. c'est Rick Jonnerette. T'arrêtais pas de dire Pat, mais c'est moi là. Non, c'est bon. C'est Rick. C'est notre recherchiste officiel, Olivier Daignon, on vous la présente. Exactement. Pendant que Charles est occupé. là. Ouais, c'est ça. OK. Puis moi, je suis le deuxième quand les autres vont C'est s'échanger ça. Et voilà. Et d'autres questions quiz, Ouais. tu disais que tu savais c'était qui la line? Ouais, là, c'est. Oui, c'est. C'est quoi? Ben, vas-y. Maurice ben, Ricard. Oui, Ricard, Maurice. Il y avait aussi Toe Blake et Elmer Lack. Oui, c'est ça, Elmer Lack. Ben oui. Et continuons dans les questions quiz. Maintenant, la French Connection, c'était qui? Il y avait Gilbert Perrault. Oui, monsieur. Il y avait. Hey boy. C'est pas facile. Non. Il y avait Gilbert Perrault. Moi, Oui. mon trio préféré, c'est Mojito Lemieux, Jaromir Jagr et Rom Francis. Rom Francis, Ouais. ça c'est un bon trio aussi. En fait, non, la French Connection, c'était effectivement Gilbert Perrault qui est Merci. le plus connu des trois, mais il y avait aussi René Robert et Richard Martin. D'ailleurs, Gilbert Perrault, premier show au total de l'histoire des Sabres et premier show au total, évidemment, en 1970. Il a été nommé recrue de l'année, intronisé au Temple de la Renommée en 1990. Gilbert Perrault, c'est 1326 points en 1191 matchs, dont 512 buts. Rien que ça. Combien de buts à la glace là-dedans? Oh, Ah, ok, on en c'est une reparlera. bonne question, mais pas Une sûrement bonne beaucoup. douzaine, Charlie. Une bonne douzaine. Mais sûrement beaucoup parce que On parle de gardiens qui faisaient les deux jambières collées. mais collé, oui, c'est ça, dans les années 70. Parle-moi pas là-dessus. Non. Le deuxième membre, Richard Rick, comme les Américains s'amusaient à l'appeler, Martin, Ouais. a été sélectionné 5e en 1971. Il a joué 11 saisons dans la Ligue nationale, surtout à Buffalo. C'est 701 points en 685 matchs, donc plus d'un point par match. Et René Robert, lui, il est arrivé dans une transaction en 71-72, directement des Penguins de Pittsburgh contre nul autre que Eddie Shack. Wow, OK, Shack, quand même. ouais, hein, c'est ouais, bien, ouais, ça. exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fumait la cigarette là-dedans? Là, Comme Guy Lafleur, mais je sais Oh, pas. j'ai- probablement. C'était ça le truc dans ce Sûrement. temps-là, tu sais. Et donc, c'est ça. Lui, il termine sa carrière avec 702 points en 744 matchs. Bref, en tant que ligne, les trois ensemble, la connexion française de 1972 à 79, c'est 1681 points en 1536 matchs. Du gros stock. Du gros stock. D'ailleurs, les trois ont eu leur chandail retiré à Buffalo et chacun a sa propre statue. Quand Écoute. même, oui, c'est jusque-là. Et Ouais, ben c'est parce qu'à Buffalo, hein, il n'y a pas grand-chose. il n'y a pas grand-chose, c'est que ça prend des statuts de Ouais, la des statuts French pour Connection. compenser. Exactement. Finale de la Coupe Stanley, comme je disais tantôt, en 74-75 contre Ouais. les Flyers, des bons vieux Broad Street Bullies pour rester dans les surnoms. Oui, oui. On Ensuite, aime ça, les surnoms. ben oui. Ensuite, dans les années 80, on a flirté quelques fois avec les 100 points au classement. À ce moment-là, Gilbert Perrault, toujours avec l'équipe, toujours productif. Il est au début de la trentaine. Mais c'est aussi l'arrivée de quelques jeunes talentueux comme Dave Andreychuk, Phil Housley et Nick. Tom Barrasso dans les filets. Tom Barrasso. Oh que Hein? oui, je rappelle des souvenirs ici. Oui. Puis au début des années 90, on a un autre cycle où on a plusieurs bonnes vedettes. Il y a eu Pierre Turgeon qui a été échangé pour Pat Lafontaine, justement contre Ouais. Pat Lafontaine. Dave Andreychuk, Phil Housley sont toujours là, mais il y a aussi les Benoît Hogg et Donald Odette qui sont au début de leur carrière. Un certain Alexander Mogilny fait des Qui s'est sauvé de ce régime russe. Oui, exact. À la sauvette. À la sauvette, là, dans un container ou quelque chose comme ça. Ouais, avec du craft dinner, puis... Une coupe de saucisses à hot dog. il l'a fait. Il s'est rendu. Donc, c'est ça, on connaît des bonnes saisons, mais on ne réussit pas à concrétiser en série. Est-ce que la réponse à cette question est à cause des gardiens? Peut-être quand tes gardiens sont Darren Pupa et Clint Malarchuk. Ouais. Il y a eu Grant Fuhr aussi qui était comme bien coté peut-être à NHL 94, mais en réalité... En réalité, c'est parce que ça allait bien quand il jouait à Edmonton, quand Gretzky et ses amis marquaient 8 buts par match, même s'il en donnait 5, ils gagnaient pareil. Ah ouais, ça a poudre. Ça a avait pas, pas il n'y en de a souci. pas de problème. Mais je pense que c'est ça, mais ouais, ils s'en sont jamais remis aussi d'être éliminés par les Canadiens en 93. Ça n'a Exactement. pas été facile.
Ensuite, revient la deuxième participation à la Coupe Stanley contre les Stars en 98-99, mais à ce moment-là, on joue un style ultra défensif. Avec le Dominator. Dominique Hasek devant les filets, Lindy Ruff qui est un jeune entraîneur à ce moment. Et à ce moment-là, les piliers offensifs sont Michael Pekka et Miroslav Satan. Quand même, mais il y avait Alexis Zitnik en arrière comme corps arrière. Et on se rappellera de ce fameux but de Brett Hall. En prolongation, qui avait le patin dans le domicile. À ce moment-là, c'est ça, on n'avait pas le droit de mettre le... C'était absurde de refuser un but comme ça, mais avec les règlements de l'époque... C'était ça. Et voilà. Et puis, on se rapproche maintenant du présent. Au milieu des années 2000, soit en 2005-2006, on obtient 110 points en saison régulière et en 2006-7, 113 points, mais à chaque fois, on était éliminé en finale de conférence par les Hurricanes et par les Sénateurs d'Ottawa. À ce moment-là, l'équipe, c'était on y va, on attaque. Les joueurs offensifs, c'était Daniel Brière, Chris Drury, Thomas Vanek, Jason Pominville. Pour Maxime Afinogenov. Qui a un des plus beaux buts à vie dans la NHL. Après ça, c'est ça, il est reparti. C'est ça. Oui. On avait Brian Campbell comme carrière et un certain Ryan Miller, tout jeune à ce moment-là, devant les filets. Par contre, pour des raisons financières, l'équipe s'est tranquillement dissoute et on a perdu Brière et Drury, entre autres. Oui. La saison 2006. Drury qui est allé rendre de fiers services au Colorado. Ensuite... Non, il est allé aux Rangers. Okay. Il arrivait du Colorado. Il a signé un contrat faramineux avec les Rangers et sa carrière n'a fait que décliner après ça. Parce que lui, Brière devenait le joueur le mieux payé de la Ligue nationale avec les Flyers. Oui. Lui, par contre, en a donné pour l'argent aux Flyers pendant quelques années. Puis évidemment, le Canadien, comme d'habitude, l'a pris quand c'était plus le temps. Quand c'était plus le temps. Quand il était trop tard. Un peu comme Denis Savard de ce monde. Exactement. Et bon, pour revenir à l'équipe actuelle, dans le fond, présentement, on compte sur quelques bons vétérans comme Jason Pominville, Kyle Okposo, Jeff Skinner, Marco Scandella, pour ne nommer que ceux-là. Mais ce sont tous des joueurs signés sur le marché des joueurs autonomes ou qui ont été acquis via transaction. Puis je me demandais aussi, est-ce qu'on est sur le point de voir l'éclosion de Jack Eichel? Pour l'instant, il n'est pas mauvais. C'est 188 points en 220 matchs, mais moins 56. Ouais, aïe, aïe, aïe. C'est ça, là. On se rend compte qu'on a un joueur qui ne s'implique pas autant qu'on le penserait. Le leadership n'est pas là pour l'instant. Oui, mais pourtant, c'est lui qui est capitaine maintenant, donc on peut bâtir autour de lui. Il a comme forcé un leadership, j'ai l'impression aussi. Oui, peut-être que c'est pas... Peut-être que ça ne tente pas d'être capitaine. Peut-être qu'il a envie de jouer aux jeux vidéo, lui, quand il arrive chez eux, puis d'organiser des affaires. C'est ça, c'est pas tout le monde qui a envie de responsabilité. Je sais pas. Mais bon, pour faire un barbecue le samedi après-midi pour les boys. C'est pas facile. Ça prend quelqu'un pour s'en occuper. Ben oui. C'est ça. Ou avoir une blonde qui est prête à t'aider, tu sais. Oui. Mais pour l'appuyer à long terme, il va falloir se demander aussi si des joueurs comme Sam Reinhart ou Casey Mittelstadt vont pouvoir s'établir comme des joueurs de premier plan. Évidemment, on a Rasmus Dahlin en défensive qui va pouvoir agir comme carrière pendant plusieurs années. On a un peu d'expérience et de talent avec les Ristolainen, Bokosian. On a aussi Nathan Beaulieu qui peut être un bon support, là, comme un 5e, 6e, donner un petit coup de main sur l'avantage numérique. Très bon. Dans un bar, quand t'es scrap, tu peux t'appuyer dessus pour sortir. C'est un bon support. C'est pas ça qu'on dit, ici, il était bon dans la chambre, lui, non? Non, non, je pense pas. Le seul problème, c'est que c'est un petit peu faible devant les buts avec Carton, Hutton et Linus Ullmark. Et dans la catégorie, ne cherchez plus Hutton et l'autre. Linus Ullmark. 67 OV chacun, là, quelque chose comme ça. Exact, oui, c'est ça, pour les fans de NHL. Ouais. Mais en faisant quelques recherches, ce qui m'a le plus frappé, là, c'est que présentement, dans l'équipe des Sabres, il n'y a aucun joueur qui a été repêché au-delà de la deuxième ronde depuis... en fait, il n'y en a aucun. Aucun joueur dans l'équipe des Sabres qui a été repêché au-delà de la deuxième ronde. Le seul, c'est le gardien, justement, Linus Ullmark. Puis lui, c'est un choix de sixième ronde en 2012. C'est le seul. On semble vraiment incapable de développer des joueurs. Les Sabres... dans le fond, oui, c'est ça. On est incapable de développer des joueurs. C'est ça. Depuis 2010, comme je disais, il n'y a aucun joueur qui a été repêché au-delà de la deuxième ronde qui a réussi à s'établir dans la LNH, que ce soit à Buffalo ou ailleurs. Il n'y en a aucun. Toujours une question de flair aussi, puis de personnalité. Ouais. Ben, je pense c'est un mélange de tout, là, mais je veux dire, ça te prend du talent, ça te prend du caractère. Puis on chiale sur Trevor Timmons, hein? Oui.
Ben, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, là, des joueurs là, qui vont passer leur vie à tout donner pour se rendre dans la NHL. Mais là, un coup que tu arrives dans la NHL, là, ben, le niveau est encore plus haut. Ouais. Il faut que tu t'entraînes encore plus. Mais là, tu as de l'argent, tu es jeune, tu veux sortir. Ouais. Mais pas tout le monde qui est capable de faire comme Shane Corson. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Quand je Ou parle Ryan Reeves. Ouais, ou Ryan Reeves. Quand je parle de s'établir dans la Ligue nationale, Ouais. c'est des joueurs qui ont quand même réussi à jouer peut-être... J'ai regardé à peu près 150 matchs et plus, là. Ce qui est quand même pas un nombre incroyable Non. de matchs quand on joue 82 matchs par année. Si vous voulez trouver des joueurs qui ont réussi à faire la Ligue nationale, qui ont été repêchés par Buffalo dans les 3e, 4e, 5e rondes, il faut retourner en 2009 où est-ce qu'on avait repêché Braden McNabb en 3e ronde et Marcus Foligno en 4e ronde. Oh, attention. Quand même. Mais, et ouais. un petit dernier aussi, en 2007, en 6e ronde, on avait aussi repêché un certain Paul Byron, qui a finalement réussi après avoir fait le tramway un peu partout. Ouais, Paul Byron, on va se le dire, là, pas mal les 30 équipes ont passé. Ben là, c'est ça, leur ouais. tour, puis oui, on quand se même. sont dit, Mais en fait, on peut trouver mieux. c'est sûr que ça rend la chose difficile de se construire une équipe quand on a de la difficulté à développer. Spécialement quand tu finis dans les bas-fonds de la Ligue pendant plusieurs années, parce que les Sabres n'ont pas fait beaucoup de belles performances en saison régulière. Fait qu'ils ont quand même eu un haut rang de repêchage depuis 4-5 ans. Là. Ouais. Ils sont allés chercher leur premier choix. Tu ne te trompes pas avec un Jack Eichel ou ben avec un Rasmus Dahlin. Ça, on se trompe pas. Mais T'es pas censé te tromper, mais en même temps, à Buffalo, il y a tellement rien à faire. Hein? C'est une ville qui est platonique. Tu sais, même Longueuil a le Doric, si tu veux t'amuser. Buffalo. il n'y a pas de Doric à Buffalo. Je pense pas qu'il y a Voyons donc. Ouvre un Doric à Buffalo, puis garde l'affaire avec ketchup. À part manger des chicken wings. Là. Ah, là, dans Mais- tout ton résumé, Charles, là, il y a quelque chose que tu as vraiment oublié. Par exemple, Ouais. Nick Foligno avec sa célébration de saut avec son casseron. Sérieusement, là? T'as passé par-dessus ça? Oui, dans les années, oui, c'est vrai. Mais là, je vais quand même me limiter. Moi, j'espérais qu'il compte juste pour le voir célébrer. C'était magique. Nick Foligno, Gonzo. Gonzo. Ah, tout à fait. Mais dans le fond, pour revenir au repêchage, dernier petit mot, ce que je voulais Ouais. dire, c'est que c'est sûr qu'il ne faut pas se fier aux rondes 3, 4, 5 pour se trouver des vedettes. C'est sûr que ça peut arriver, mais ça sert plus à se développer des joueurs de soutien ou des joueurs qui peuvent devenir des monnaies d'échange. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Fait qu'on a vraiment du travail du côté de développement. Ouais. Mais par contre, tantôt, tu disais récemment, on a repêché souvent dans les premiers et tout. Et les derniers qui sont rendus dans la Ligue nationale, c'est vrai, là, les Eichel, Middlestat et quel autre que je dis, Sam Reinhart. Ouais. Mais on peut retourner là, de quelques années. Il y a plusieurs choix de première ronde qui ont définitivement pas fait le travail. On peut penser d'ailleurs ces deux-là n'ont jamais joué un match dans la Ligue nationale. Marek Zagrapan en 2005 Ouais. et Dennis Pearson en 2006 ne se sont jamais rendus. En 2011, en première ronde, on avait pris un certain Joel Armia qui commence à peine à s'établir Ouais, dans comme la un ligne joueur de soutien. Il est là exactement. seulement parce que son best body fut le premier choix de la première ronde du Canadien. Hein, parce qu'on se demande s'il ne serait pas déjà sur la passerelle. Exactement. Si on compare les fiches du Canadien et des Sabres, je pense que le Canadien est un petit peu mieux. pari Joel Armia fonctionne quand même Pour l'instant, bien. oui. Bon, merci. Mais aussi, on a aussi solidement gaffé en 2012 en prenant Mikhail Grigorenko. Ben, c'est parce que là, c'est ça. Tout le monde te dit, prends pas ça, puis tu fais comme, ben, moi, le prendre On va le pareil. prendre pareil. M'a le faire marcher, moi. Je pense qu'il n'y a personne qui pensait que ce joueur-là allait apporter du positif dans un vestiaire. là. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ça n'a pas marché. On l'a échangé au Colorado, ça n'a pas plus marché. Ça, c'est la avec même, Patrick. ça, c'est la même affaire quand le monde te dit, ben, pour combattre le chaud, bois un café. Exactement. c'est Ça marche pas. J'ai fait, Vraiment, ça marche pas. Non, ça Ben, c'est marche la même pas. chose. C'est plate à Buffalo, amène-en un gars plate. Non, ça marchera pas. Mais donc, tout ça en terminant, est-ce que ça peut être un problème de coach qui est depuis. Parce qu'en fait, c'est ça, les Sabres n'ont pas fait les séries depuis 2010-2011. Est-ce que c'est un problème de coach? Je penserais pas. On a quand même eu Lindy Ruff, Ted Nolan et Dan Biesma derrière le banc. Ouais. Là, on a décidé de changer d'approche. On a donné ça à un entraîneur recru l'année passée. C'est sa deuxième année. C'est Phil Horsley, le coach. Enfin, bref, il faut définitivement mieux développer les joueurs. Et puis, on va... Tu mets le doigt sur le bobo. Là. Le Ouais. développement est déficient. Parce qu'on a quelque chose... Définitivement. là. On a quelque chose sur lequel bâtir.
autre point à surmonter, c'est que la division Atlantique en ce moment est ultra compétitive. Les Bruins, les Maple Leafs, le Lightning. Ouais, ben c'est ça. Il y a des sénateurs qui sont supposés être un club de ligue américaine qui finalement font bonne figure quand même. Ben, ils se débrouillent pas trop mal, mais en tout cas, c'est sûr que là, c'est un petit échantillon. Mais moi, je me demande aussi si Buffalo va pas réussir à se battre avec les équipes plus en haut qu'avec Ottawa qui ont la première place quand on regarde le journal à l'envers. Oh, ben c'est ça. C'est ça. Mais c'était très instructif. Charles, encore une fois. Ben, merci pour beaucoup. cette Je te pardonne superbe pas d'avoir recherche. oublié Nick Foligno, mais en tout cas. mais je suis pas sûr que c'est Nick Foligno, c'est pas le frère de Marcus. Ah non, Nick, c'est son fils. Ouais. Mais il y a un autre Foligno. Ben, j'ai vu son nom en faisant mes recherches, mais j'ai un blanc de mémoire. Mais le Google pendant que je vais parler. Bon, ben Oui, c'est ben, ça. c'est bon. Parce que là, justement, on va. Tu sais, sur YouTube, là, on va je veux vous voir en- leur vidéo. Oui, c'est ça. On va vous envoyer le thème. Oui, ben, tu nous parles de quoi en qui dit- premier? Ben, il va nous- Ah, j'ai parlé de. Ben, on va y aller avec Olivier Daigneault. Présente-moi donc, ouais, Dans le c'est ça. fond, ben c'est ça. J'allais dire qu'Olivier, on le garde pour la fin parce que c'est mieux de parler de boxe quand on est un peu chaud d'ail. Tout à fait. Hein? Les coups rentrent mieux. C'est ça. Donc, on a le thème. Là, on s'est pas parlé la semaine dernière, les Non. gars, parce que j'étais encore en examen Ouais. psychiatrique et autres. D'ailleurs, ton crâne rasé fait. Oui, ben je le cache un peu, j'essaie de le dissimuler. Ah, c'est pour ça là-dessus que. Ben à oui, l'Institut, on là, veut c'est- pas voir les stretch, les marques, les pointitures. Une bonne lobotomie de temps en temps. Ça fait du bien. Je vais vous parler de vieilles nouvelles. Je vais pas juste vous parler de boxe aujourd'hui. J'ai d'autres sujets. Cool. J'ai pas pris de notes, Charlie. Vous savez probablement, j'en avais parlé dans mon dernier podcast, ça fait longtemps. Là. Jean-Pascal qui revient. Ouch! Oui, Jean-Pascal qui revient pour un combat de championnat du monde face à Dimitri Bivol. Ouais. Ça va être un gros 24 novembre au soir. Il va y avoir. 24 novembre au soir. Le vache, c'est pas le scat. Ouais, malheureusement, c'est pas le 4, c'est le 24. Alors, Jean-Pascal se bat à Atlantic City contre Dimitri Bivol en championnat du monde. OK. Et oui, il aura la chance de mettre la main sur un titre à 36 ans, ce qui est peu banal, on va se le dire. Ça va être une grosse soirée pour lui, puis honnêtement, je crois en ses chances. Le gars, il a perdu son père récemment aussi. Je pense qu'il va être en paix avec lui-même, il va arriver là-bas prêt et un gars d'expérience. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs actifs québécois qui me plaisent autant que Jean. Monsieur Pascal me fait triper. J'aimerais bien ça, que ça aille bien pour lui ce soir-là. Puis on a confirmé aussi du côté de Eye of the Tiger Management du combat de le même 24 au soir. Steven Butler qui va se mesurer à Jesus Antonio Gutiérrez. C'est quand tu te mesures à Jésus, on s'entend que ta soirée n'est pas tout à fait garantie de succès. D'ailleurs, ce combat-là n'est pas quelque chose comme à Rimouski. C'est en plein cela que ça Mais va. c'est pas à l'an zéro que ça va se passer. Non, c'est Ok, 24 c'est novembre Jésus, cette année. Maintenant. Tout à fait. À Rimouski. À Rimouski Beach. Ouais. Ben, Rimouski Beach. Oui, tu sais, Comment Eye est-ce of the Tiger Management, ils ont comme pris un tournant d'essayer d'organiser des soirées de boxe avec les organisations de clubs de hockey junior majeur dans les arénas en région. Ouais. Puis ça a eu un franc succès avec, vous savez, avec Simon Kane à Shawinigan. Ouais. Là, ils font le test à Rimouski, j'imagine. Écoute, ça devrait être une belle soirée. Puis Rimouski, Ben là, c'est sûr. Hein, on s'entend que ça Puis mérite une belle soirée Puis de en même boxe. temps, là-bas. je sais pas si on a un auditeur parmi nos 64 qui reste à Rimouski. Ce n'est pas péjoratif du tout ce que je m'apprête à dire. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe à Rimouski. Donc, quand tu as la chance d'avoir un événement comme ça, tu y vas. Ben, tu niaises pas avec ça. Non, là. Même si t'aimes exactement. pas ça, tu te rends là. Tu te rends là. Tu te rends, puis écoute, je me rendrai pas, malheureusement, parce que. T'es pas à Rimouski non plus. C'est loin un peu. Malgré T'as les. jamais couché avec ta cousine. Ah non, mais là, ça, c'est notre histoire. Non, on en parlera une autre fois, celle-là. Malgré les millions que génère mon travail de chroniqueur de boxe pour la première ronde, Ouais, ben oui. je dois avoir une job de jour. Fait que me rendre à Rimouski pour ce soir-là, malheureusement, ça sera pas possible. Non. Mais je vais suivre ça avec intérêt, par exemple, parce que Oui. ça va être un combat d'importance pour Butler qui est en progression. Là. Il est dans les classements mondiaux, son nom commence à apparaître. Puis c'est un adversaire qui va le propulser encore plus haut si jamais il est capable de le terrasser, de s'en débarrasser, de le De le vaincre. parachever. simplement. Attends, j'ai mes synonymes là Ouais. aussi sur. De le catapulter en bas du ring. Ça va être toute qu'une soirée de boxe. Là. Oui. Le Management, ils ont mis de l'argent encore une fois dans cette. Fait qu'ils veulent que ça fonctionne. Il va le décalisser. Oui, ça, il pourrait pas. Il y a le gros Makhmoudov qui se bat entre autres en demi-finale, qui est un peu impressionnant. Le gars, genre, épeurant à voir aller, là. Ça, c'est- 6 pieds 14 avec 408 livres, là, ouais. Ouais, lui, il a des claques. Ouais, lui, tu te pognes dans un bar avec, puis tu philosophes, tu sais. Ben, tu te dis, c'est ça qui arrive. Lui, il se dit, Ouais, mais tu Ouais. philosophes. Tu sais, si un coq pond un œuf, sur un gars, de quel côté tombe l'œuf? oui, c'est ça.
c'est une belle philosophie. Je voulais te parler aussi d'autres choses. Fait que là, on va changer de musique. Ah oui, oui, oui. Attention. Change ça Fade tout in, de fade suite. out. Je vais te parler de On a boxe. Daniel Desnoyers en ligne. Dans le studio. On va s'en aller du côté du football canadien parce que la saison des Alouettes s'est terminée. Il reste un match la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai, il y a un match. Mais, Ils finissaient leur saison locale. la cette saison semaine. locale, effectivement. Tu vois comment que je suis tellement ça, hein? Mais c'est de valeur, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. C'est parce que je suis un fan de football, pas autant qu'Olivier avec la NFL. J'aime ça, je suis un petit peu. Mais je suis vraiment de l'extérieur. Mais la Ligue canadienne, c'est quelque chose qui m'accroche parce qu'on peut y aller. On peut assister au match assez facilement sur la montagne. C'est quand même assez agréable. Ouais. C'était agréable parce que je te dirais que j'étais allé il y a 1 an. J'étais allé l'année passée. Ouais. J'y allais assez régulièrement avant. Puis j'ai vraiment perdu le goût il y a quelques années d'y aller. Je me suis forcé pour y aller parce que on m'a offert d'y aller. Puis j'ai pris le je vais aller passer une belle soirée aux Alouettes, puis je me sens emmerdé. Ben oui, non, mais c'est ça. J'ai fait la même chose que toi. J'étais un fan invétéré des Alouettes. J'ai connu Je l'étais aussi. J'ai connu Écoute, le Calvillo, ben, c'est parce que Pringle, Cahoon, même Copeland. Je veux dire. Tu vois, c'est exactement ça que je voulais dire. Tous les gens qui sont proches de moi qui suivent le sport, ils se disent tous la même chose. J'ai déjà aimé les Alouettes. C'est vraiment un désastre. C'est un échec que tu peux juste comme les pointer du doigt. Là. On s'améliore. On avait gagné 3 matchs l'année passée. On est rendu à 4. Et tout ça grâce au brio de celui qui nous a coûté 14 choix de première ronde, Johnny Manziel. Ça va mieux, change de coach. On n'a pas signé. On a signé cette semaine Pipkin. On a signé tout. Vernon Adams Jr. Jeff Matthews. Mais on n'a pas renouvelé Johnny Manziel. Pour l'instant. Celui qui a amené du monde au stade, on va se le dire cet été, parce que sinon, tu sais, le côté francophone, je parle, parce que le côté anglophone, il y a toujours comme un follower, une base de fans qui sont là pour. Qui date d'il y a longtemps. Ouais. C'est ancré dans les traditions plus canadiennes, anglaises. Ouais. La Coupe Grey, c'est un événement important. Puis, tandis qu'à Montréal puis au Québec, c'était moins. Le succès de cette organisation-là a fait que les Québécois, les Canadiens français se sont intéressés à la chose du football canadien. On va assimiler le ballon carré. Et voilà, ils ont fait ça. Ils ont bu de la Molson Canadian. Ben, c'est ça. Ils se sont joints au party. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était le fun. Puis écoute, en 2003, la parade de la Coupe Grey à rue Sainte-Catherine avec mon petit gars de 3 ans, ses épaules, c'était magnifique. Là. C'était vraiment... En tout cas, que s'est-il passé? Là, je parle depuis 3 ans. Depuis que Travis Reed est en poste, on va se le dire, l'équipe sur le terrain, c'est atroce. Ouais. T'sais, on va parler de Jim Pop qui n'ont pas renouvelé la banque de corps arrière puis essayé de trouver une relève adéquate. Anthony Calvillo qui a été là trop longtemps, qui a dominé trop longtemps son sport. Là. On n'a jamais préparé la relève. Là. Non. Vraiment pas, même pas proche. Même pas proche. Puis encore une fois, on est arrivé là, OK, il n'y a plus personne, qu'est-ce qu'on fait? Là, on paye le prix. Y a-tu quelqu'un qui s'est tenté de lancer des ballons? Quasiment, là. C'était presque ça. Le petit Jim Pop, ce serait probablement offert dans un meeting dans le vestiaire. Hey les gars, je pourrais y aller, je pense que je suis encore capable de lancer du verge. Puis là, après ça, on a tenté de patcher avec les Kevin Glenn et les Darian Durant de ce monde. Patcher, c'est le mot. Là. Ah oui. Un vieux plaster qui colle plus. Drew Willie. J'ai pas pris de notes, puis je parle avec mon cœur. Il y a eu combien de quarts depuis Anthony Calvillo? Je l'avais c'est une nom. quinzaine? Ah, pas au moins. C'est pas des farces, là. Non, c'est atroce. Fait que puis encore une fois, tu veux, qu'est-ce que tu t'attends de ton organisation de sport? T'es un amateur de sport montréalais, ton équipe de football, c'est les Alouettes. Qu'est-ce que tu t'attends de ton directeur gérant, du propriétaire, même à la limite du président, qui a une ligne directrice qui tu sais, un peu ce qui se passe avec le Canadien, et malgré tout, on va faire un petit aparté du côté du hockey, mais malgré tous les commentaires négatifs qu'on aurait pu dire par rapport à Marc Bergevin, il y a une ligne directrice. Ouais. Il sait où ce qui s'en va. Il y a un genre de plan, même si le monde peut le critiquer, son plan. L'échange de Piquet-Sauban puis tout, ça faisait probablement pas partie du plan quand il a pogné le club, là. Mais ça reste qu'il y a une ligne directrice, puis la majorité des amateurs la suivent, cette organisation-là, en se disant l'organisation est en de bonnes mains. M. Molson, le propriétaire, puis le président, gère ça avec aplomb, puis on sait où ce qu'on s'en va. Est-ce que moi, personnellement, par rapport aux Alouettes, ça fait plusieurs années que c'est plus le cas. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de ligne directrice, puis c'est un véritable fiasco sur le terrain. C'est atroce. Là. Moi, j'étais prêt. Quand Jim Pop est parti, il a laissé l'organisation dans un état lamentable. Là, les dernières années qu'il était là, ça paraissait qu'il n'y avait plus le même drive qu'il y avait auparavant. Donc, l'année passée, Travis Reed avait pris ça un peu à la
sur le fly à la fin de là, 2 ans. J'étais prêt à y laisser l'année passée de remettre l'équipe à sa vision. Puis, une mauvaise saison, mais là, cette année, ça a été aussi lamentable. C'est exactement ça que je te dis, Charles. Tu parles de ça, puis c'est comme... T'es parti de « OK, on a un fiasco à se le relever de » à « On est encore dans un pire fiasco que quand on l'a pris ». C'est absolument impensable. Là. Tu pouvais pas faire pire. Le plus aberrant là-dedans, c'est qu'on va se le dire, là, la Ligue canadienne, c'est pas un sport qui est major. Là. C'est vraiment un sport qui est vraiment en dessous des autres. Mais pourtant, à Montréal, l'équipe, tout le monde était comme... ne faisait qu'un avec l'équipe. Tout le monde était prêt à aimer l'équipe comme si c'était une équipe des majors. Là. Il y a un sport incroyablement important pour nous. Puis il y avait le support là, du peuple. Puis regarde, écoute, on parlait d'agrandir le stade Molson, que c'était pas assez grand, que tout le monde voulait y aller. Ça a été fait finalement. Puis encore plus, on cherchait des solutions. Là, c'est justement ça. Là on voit les problèmes. Il y a le président, même les propriétaires à la limite, qui sont absents. Non, parce que là, un moment donné, on est prêt à donner le bénéfice du doute, mais quand tu vois la longévité du... C'est Patrick Boivin. Je suis pas en train de lui lancer des roches, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que son club, que l'image de son club change au niveau des médias, au niveau des fans? Pas grand-chose. Je peux pas dire que il y a tout qu'un plan qui se prépare avec Patrick Boivin. Puis on a Kavis Reed en poste qui est... Écoute, c'est lamentable, là, son travail. Ça semble de l'improvisation. Kavis Reed... il n'y a pas de plan à un moment donné. C'est pas ça, c'est vraiment mauvais. Là. Non, mais c'est ça, il n'y a pas de plan. Il a tenté de patcher avec des vétérans. Après ça, envoie les vétérans, va chercher des choix de repêchage. Je reprends, envoie les choix de repêchage. Change l'uniforme. Ouais, cette année, ils ont changé l'uniforme que plus. Tu sais, engage des filles plus sexy pour faire les cheerleaders. Trouve quelque chose. Mais ils n'ont pas essayé les Pokéballs. Non, comme au Centre Bell, non. Peut-être. Ce qui nous manquerait, je pense que le train est passé, puis Danny Machocha, il a regardé passer ça, puis il s'est dit... Je m'embarque pas là-dedans. Je m'embarquerai pas là-dedans, puis il a probablement bien fait. Ouais. Mais ça aurait été... Parce que là, on parle de problème, mais c'est quoi la solution? Je pense qu'à partir de là, un nouveau président, un nouveau directeur général, puis une ligne directrice... Ça aiderait beaucoup à ce que les gens reprennent confiance en l'équipe et qu'ils se disent « OK, je suis prêt peut-être à investir un 40 ou un 50$ à aller masser dans les beaux bancs de métal du salle Percival Molson pour aller suivre une game de football. » Moi, j'aurais 2 choses que je voudrais dire par rapport à ça. C'est Danny Machocha, il est pas encore trop tard. Il viendra pas si c'est Kavis Reed qui est là et tout. Par contre, tu parlais, il faut changer les choses. Peut-être que lui ou il y a d'autres bonnes têtes de football. Est-ce que Glenn Constantin à Québec est prêt à quitter les Laval? J'ai nommé ce nom-là, mais parce qu'il avait démontré l'intérêt. Oui, il l'a dit. Puis je pense que si jamais on lui laissait la chance, il reviendrait pratiquement courant. Parce que je pense qu'il est super heureux dans ce qu'il fait avec les Carabins. Mais il a gagné. Mais il a gagné. Il a prouvé qu'il était à sa place puis qu'il peut faire mieux. Il a l'expérience de la Ligue canadienne. Il a déjà gagné la Coupe Grey aussi avec les Eskimos. Sinon, t'as Calvillo avec un peu de cortisone. Glycosamine, hot yoga, puis... On a tenté l'expérience Calvillo pendant quelques années, ça n'a pas fonctionné. En terminant, je voulais juste saluer John Bowman qui va disputer son dernier match. Et Luc Brodeur-Jourdain. Luc Brodeur-Jourdain qui reviendra probablement pas non plus. Et puis, c'est plate pour ces gars-là qui ont souffert pendant 2-3 ans pour... Mais moi, j'en ris toujours... Là, j'ai pas vu le match d'hier. Mais je me souviendrai toujours de l'image de John Bowman l'année passée au dernier match, en larmes sur les lignes de côté. C'était comme, wow, le gars s'est donné pour... C'était faut penser à tout ce que les joueurs peuvent vivre là, dans leur préparation. Là, surtout un gars qui a connu le succès, puis de voir l'équipe d'une façon... être comme détruite d'une façon comme ça, c'est incroyable. Puis l'autre chose que je voulais mentionner, c'est... par rapport aux Alouettes, une des clés de leur succès aussi auparavant, il y avait une bonne équipe, ils gagnaient, mais c'était leur implication dans la communauté. Définitivement. Il y avait les Luc Brodeur-Jourdain, maintenant on le voit plus. Avant, il était dans les médias, il allait dans les écoles, c'est la même chose. C'est les Mathieu Proulx, les Bruno Eppel. Là, ils sont à la télévision. Il y avait une identité québécoise aussi plus forte que présentement. C'est ça. Le seul présentement qui s'implique un peu dans la communauté, qu'on l'entend, c'est Mathieu Boulay, mais ça reste un joueur des unités spéciales. C'est ce qui fait la force, c'était quand les Québécois étaient là. Là, présentement, on n'est plus là. On ne fait plus d'école de football. Donc, ça aussi, je pense que c'est un facteur qui... Malheureusement, oui. Fait que
tout ça pour dire que Ouais. j'espère qu'il y a un bon revirement de situation de nos moineaux, en espérant que ça revienne, puis que j'aille le goût de retourner au stade Percival-Molson. J'aimerais ça. J'aimais ça y aller. Ouais. On se le souhaite parce qu'on On se aimait le souhaite. tous. On aimait Exact. tous. Aller boire une bonne Molson Canadian. Yeah. Yeah. All right, all C'est right. tout, Charlie, j'avais pas de note, mais. T'avais pas de notes, mais c'était tout. très instructif Merci. et très émotionnel. Très On ressent Ouais, intéressant. ça a sorti de mon cœur. presque fait brailler Olivier aujourd'hui. Donc, Ça m'a fait réagir un peu aussi. ben oui. Donc, ce qui nous amène au mot de la fin. Qui dit mot de la fin dit thème de la fin. Et Charles était prêt. J'étais prêt aujourd'hui. Et oui, c'est déjà la fin de cet autre merveilleux épisode des Chevaliers de la Première Ronde. Merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la Première Ronde sur le champ. Allez-y maintenant, on va vous attendre. C'est long. C'est Ok, fait? Bon, merci. OK, c'est bon, merci. Alors, pour de la nouvelle fraîche, 24 heures sur 24, including et tout, un code d'éthique qui n'est pas à négliger. Et c'était évidemment un spécial Halloween. C'était épeurant, ça. Oui, donc plusieurs déguisements à proposer, dont celui de Ryan Reeves qui devrait se déguiser en mascotte des Flyers, pour surprendre tout le monde. Tu sais, au lieu de s'attaquer à des enfants, ben, lui, il saute carrément sur le banc des Flyers, puis il pète tout le monde. Il s'en doute pas 2 secondes. Non! Où il y avait aussi des déguisements pour les gens là, comme Alex Galchenyuk. Tu peux te déguiser en Alex Galchenyuk. Tu sais, c'est plus trendy comme c'était. Mais je suis sûr que ça va te permettre de rentrer VIP au Buena Notte. Puis, je pense pas que tu vas payer ta coke. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est notre histoire. Ou Carl Arzner pourrait se déguiser en quadriplégique puis tenter de percer l'alignement de Team Canada en luge. Voilà. Ah ben moi j'en aurais un quand Oui. même. Tu sais, imaginez la situation. Vous voyez, le Canadien est en désavantage numérique. Paul Byron est dans le haut de la zone adverse et puis il coupe une passe et décolle, s'en va vers le filet et fait. Et voilà, voici son déguisement. C'est un bon déguisement. C'est un bon déguisement. Ben oui, c'est voilà. un très bon déguisement. Olivier, lui, va se déguiser en quoi? Moi, je me déguise en gars qui a beaucoup de problèmes techniques à essayer de monter une caméra pour filmer ça, ce podcast-là. Ben, ça, tu le sais, c'est pourquoi je te l'ai dit, parce qu'il a essayé de monter son trépied avant d'ouvrir une bière. Oui, c'est ça. Et là, t'as fait La ça tout clé. croche. Puis sinon, il y a Xavier Ouellette puis Victor Mété qui pourrait être comme un Transformer humain, là, mon fameux Transformer humain, Ouais, là, qui a ouais. la tête d'un faune de l'autre, pourrait se déguiser en Zdeno Chara pour une game. Ce serait Ah oui, merveilleux. ben oui. Ou un déguisement pour les jeunes filles, jeune chaperon rouge, ou Max Pacioretty. Superbe. Oui, alors sur ces belles paroles, merci à mes collaborateurs, Olivier Daigneault, Tout le plaisir a été pour moi, comme d'habitude. Charles Bussière, Ramel Premier, Merci. Ben, tout le plaisir a été pour toi. évidemment. Merci à nos 64 auditeurs. Sans vous, on serait comme 4-5. Puis ça, c'est nos mecs qui nous écoutent. Oui. Plus Oui. Ryan Reeves. Au Yes. revoir. Bonne soirée. Bye.